Elon and I had a great relationship. I don't know if we're well anymore. I was surprised. I'm not surprised that two sociopathic narcissists can't get along. They're two guys who are very powerful and they have big egos. And I don't know how much of it is staged as well. You know, Trump is a reality TV guy. Plusieurs électeurs américains qu'on entend là qui passent un jugement sur ce qu'on a vu hier, Elon Musk et Donald Trump. On avait l'impression que c'était deux cow-boys qui s'affrontaient dans un duel sur deux plateformes de réseaux sociaux. C'était vindicatif, c'était très public. Antoine Echineka, comme nous, vous avez assisté à ce divorce en public. On a l'impression que c'était Hollywood rencontre, je sais quoi, en tout cas, Bollywood peut-être. C'était quelque chose d'assez remarquable. Il y a des spécialistes comme vous et des analystes, même qu'on voyait à la télé, qui disaient « Ces deux hommes-là, ils ne se rendront pas au mois de juin ». Bien, ces gens-là n'avaient pas tort. Hein? On est en plein mois de juin. En fait, moi, je pensais que ça allait même se dissoudre peut-être au mois d'avril, mars, avril, mai. Donc, ça a duré peut-être un peu plus longtemps que ce que j'avais anticipé. Mais je pense que ça démontre clairement que ce mariage, qui était par ailleurs un mariage de raison entre ces deux hommes qui ont des égos assez démesurés, a probablement été dissous hier finalement. C'est pas plus tard que la semaine dernière, on avait annoncé que Elon Musk allait, peut-être allait prendre du recul, allait retourner dans sa compagnie, ne serait plus, là, si vous voulez, à la tête de ce département sur l'efficacité gouvernementale. On voit les images, justement. On l'avait fêté, on l'avait célébré. Bon, on avait dit merci Elon, on avait tenu une petite fête là, à la Maison-Blanche. Et là, une semaine plus tard, on a vu là, hier, c'était un genre de match de boxe, là, si vous voulez, sur les réseaux sociaux entre ces deux hommes-là. Et comme je disais tantôt, c'est un mariage de raison, parce qu'il faut se rappeler que Elon Musk, en 2016, avait appuyé Hillary Clinton contre M. Trump. Elon Musk, en 2020, avait appuyé Joe Biden contre Donald Trump. Et pas plus tard qu'en 2022, à peu près 2023, il avait appuyé, plutôt, disons, indirectement, si on veut, mais avait appuyé Ron DeSantis à l'investiture républicaine, avant de finalement se rallier à Donald Trump et à l'endosser, à l'appuyer formellement, je pense que c'était en juillet 2024. Donc, ça semble être dissous hier. Là, reste à savoir, quels seront les impacts, par exemple, sur le fameux projet de loi qui est en ce moment débattu au Sénat. On sait que Elon Musk semble être complètement opposé à ce projet de loi-là. Est-ce que les sénateurs républicains qui sont en train de négocier vont peut-être prendre, disons, l'écouter ou, disons, suivre un peu son exemple? J'en doute un peu. Là. Je pense que finalement, Donald Trump a quand même une emprise assez forte sur le Parti républicain, mais on verra de ce côté-là. Parce que là, on parle du grand budget essentiellement, là, avec toutes sortes de mesures, puis les deux hommes ne s'entendent pas. Mais dites-moi, pensez-vous que les Américains prennent la mesure du risque que ça présente en politique quand on a des milliardaires qui peuvent investir sans contrôle de dépenses électorales, etc., que c'est beau la vedette, l'argent, etc., des noms connus, mais quand c'est pas des gens qui ont évolué dans le milieu politique, ça donne des situations comme celle-là. On veut tout faire tout trop vite. Oui, effectivement. En fait, ce que ça démontre, à mon avis, c'est vraiment la différence entre un politicien et un idéologue. Vous savez, M. Musk, évidemment, il a son idéologie. Bon, il veut évidemment des baisses d'impôts, il veut moins de réglementation, etc., mais il veut aussi des grosses coupures budgétaires. C'est d'ailleurs ça qui l'avait mené à la tête de ce département de l'efficacité gouvernementale qui était supposément mis sur pied pour rapetisser un peu la taille de l'État. Mais évidemment, toutes les coupures budgétaires, il y a un prix politique qui est associé à ça. Lui, il s'en fout un peu du prix politique parce que c'est pas un politicien, il n'est pas élu, il n'a pas le droit de se soucier de cela. Tandis que M. Trump, c'est ça, tandis que M. Trump et les élus républicains, eux, s'en soucient. Toute coupure budgétaire, ça vient... écoutez, c'est des gens qui vont perdre leur emploi, il y a des gens qui vont... Il y a un filet social qui va se rétrécir, etc. Donc, et ça a toujours été un bras de fer entre, justement, politiciens, partis politiques d'un côté qui se soucient d'un électorat, des réponses parmi les électeurs,
et idéologues qui, eux, généralement, ne s'en soucient pas trop. Je pense qu'on l'a vu, ça s'est manifesté assez ouvertement hier. Pour nous, les Canadiens, je vous ramène sur le dossier de la négociation sur les tarifs douaniers qui sont passés à 50 % cette semaine. Nous avons appris, c'est confirmé, Ottawa l'a dit, Mark Carney parle et envoie des textos à Donald Trump. On a les deux chefs de ces États-là qui négocient l'un et l'autre directement. Est-ce que c'est une bonne stratégie? On parle directement à celui qui gère finalement les négociations, qui est le seul à savoir ce qu'il pense. Oui. Non, c'est pas une mauvaise chose. Donc, on a appris aujourd'hui ou récemment qu'il y avait des réunions secrètes, entre guillemets. C'est pas si secret que ça, puisque tout le monde le sait apparemment. Mais je pense que c'est une bonne chose. Surtout avec M. Trump, qui souvent change son fusil d'épaule, c'est pas une mauvaise chose de pouvoir lui parler directement pour en savoir, là, pour avoir l'heure juste. Comme on s'en parlait il n'y a pas trop longtemps, je pense que ça démontre aussi qu'il y a un certain respect entre les deux. On est en mesure de se parler. On n'a pas le passé houleux, par exemple, que Donald Trump avait avec Justin Trudeau. On ne s'entendait pas très bien, on ne se respectait pas très bien. Je pense qu'avec M. Carney, on repart à zéro, si vous voulez, et on tente d'en arriver à une entente. On sait que M. Trump, il aime ça négocier. C'est un négociateur, ultimement, M. Trump. Et je pense que de le faire directement, c'est pas une mauvaise chose. Reste à savoir quels seront est-ce qu'il va y avoir une entente? Est-ce qu'il va y avoir un genre de renégociation, justement, de ces tarifs-là? On verra, mais c'est pas... à prime abord, c'est pas une mauvaise chose. Bien, Antoine, on apprend tous ça en même temps. On me dit à l'oreille, à l'instant même, que Reuters nous dit qu'il n'y aura pas de conversation ni d'appel téléphonique entre le président Trump et Elon Musk aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si c'est pour toujours, mais qu'est-ce que ça indique comme signe des temps? On va se donner du temps, d'accord? Pour y réfléchir un peu, puis on verra ce que ça va donner. Antoine Yoshinaka, merci beaucoup encore une fois. Passez une bonne journée, un bon week-end. Bon week-end, au revoir.